Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Monsieur Abyss. On se retrouve donc ce soir pour le 5e épisode de Penser l'après, la série de webinaires qui invite les acteurs du changement, mais également les experts dans votre salon. L'idée de cette série, c'est avant tout de pouvoir imaginer, penser, mais surtout anticiper ce que sera le monde post-coronavirus. Hier, c'était avec François Moisan, qui était donc anciennement un directeur scientifique à l'ADEME, que l'on a pu échanger sur la thématique de politique énergétique. Ce soir, on va pouvoir parler d'un thématique qu'on n'a pas du tout abordée pour le moment, qui est donc le secteur agricole, mais également l'alimentation. Donc c'est pour ça que j'ai invité Monsieur Abyss, qui est donc très engagé dans ce secteur. Il a régulièrement l'occasion de s'exprimer sur cette question, notamment à travers donc, l'organisation dans laquelle il travaille, le club Déméter. Ce club, actuellement, publie chaque année un ouvrage qui est un peu une référence dans le milieu, puisqu'il traite notamment d'analyse prospective internationale sur l'alimentation, sur le domaine alimentaire et l'agriculture. Donc, je vous remercie vraiment d'avoir accepté mon invitation. Je suis sûre que les participants seront très contents et très heureux de pouvoir avoir votre perspective sur les événements que nous vivons actuellement. Au niveau de la structure de ce webinaire, c'est toujours la même. On a 45 minutes d'échange sur la base des questions que j'ai préparées. Puis ensuite, on enchaînera sur les questions que les participants peuvent avoir. Donc, on a un onglet juste en bas avec questions-réponses. Vous pouvez donc dès maintenant poser vos questions, également voter pour celles que vous trouvez les plus pertinentes. Donc, je vous invite à commencer par vous présenter, Monsieur Abyss. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre invitation pour cet échange ce soir. C'est l'occasion de parler d'un sujet qui concerne tout le monde, même en temps ordinaire. On a tous nécessité de se nourrir. C'est une nécessité vitale. Je reviendrai sur cette importance vitale qui est encore la réalité pour beaucoup de personnes dans le monde. Et je crois que c'est important aussi dans ces temps extraordinaires actuels qu'on se souvienne dans nos sociétés plus sécurisées sur cet aspect alimentaire de l'importance de l'activité agricole pour justement nous apporter tous les jours la nourriture nécessaire à notre vie et à notre développement. Je suis actuellement à la direction d'un écosystème associatif qui s'appelle le Club Déméter. Déméter, c'est le nom de la déesse de la mythologie grecque, déesse de l'agriculture et des moissons. Et le Club Déméter est aujourd'hui un écosystème qui est composé de 66 entreprises françaises et européennes qui sont sur différents segments d'activité agricole, vraiment de la fourche à la fourchette. Nous avons également 18 établissements d'enseignement supérieur partenaires, parmi lesquels Sciences Po, mais également des écoles d'ingénieurs agro, des écoles de journalisme ou de commerce. Nous avons 3 ministères français associés à nos travaux et à nos réflexions. Et nous avons un groupe d'experts qu'on mobilise pour conduire nos différentes activités tout au long de l'année. À Déméter, on fait 3 choses. On fait de la prospective, on regarde ce qui se passe sur la planète et on contribue au débat public sur les questions agricoles et de sécurité alimentaire. Et puis, en parallèle, je suis chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques, où depuis quelques années maintenant, j'essaye de combiner les analyses géopolitiques avec les questions agricoles et alimentaires, sujet qui me passionne depuis bientôt 20 ans. Je vous remercie pour cette présentation. Je vais commencer avec une question qui rentre très rapidement dans le vif du sujet. La crise actuelle, elle a provoqué des chamboulements, notamment dans l'alimentation, mais aussi au niveau des relations qu'entretiennent les pays sur cette question. On a pu le voir, des pays en quelque sorte qui refusent justement de partager leur production avec le reste du monde. Ça entraîne un déséquilibre sur le marché. Est-ce que vous pensez que ça annonce un risque d'éclatement dans le multilatéralisme agricole que l'on a pu construire ? Bon, alors, avant de regarder l'actualité très chaude liée à la crise du coronavirus et de ses conséquences sur les marchés, je tiens tout d'abord à rappeler que nous avons aujourd'hui une mondialisation des systèmes agricoles et alimentaires qui d'abord n'est pas dans l'absolu atteinte. Seuls 10% des productions agricoles aujourd'hui sur la planète se retrouvent sur les marchés mondiaux. C'est-à-dire que l'écrasante majorité des choses qui sont produites en agriculture et qui sont dédiées à l'action alimentaire restent d'abord dans les pays. C'est important de le rappeler. Alors, on a des différences selon les produits. Si vous prenez le blé, c'est à peu près 20% de la production qui est internationalisée. Si vous êtes, par exemple, dans le cas du riz, on est plutôt à 10%. Et puis, si vous prenez les fruits et légumes, la catégorie fruits et légumes, on est plutôt entre 3 et 5%. Donc, selon la catégorie de produits agricoles et alimentaires, leur internationalisation est pas identique, mais globalement,
l'essentiel des productions reste d'abord à l'intérieur des pays et contribue principalement à la sécurité alimentaire à domicile. Je rappelais ce premier point parce que nous avons eu une augmentation des flux internationaux agricoles et alimentaires ces dernières années pour deux raisons principales. Tout d'abord des réalités géopolitiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a dans une partie du monde des capacités géographiques à cause des disponibilités en eau, en terres arables, d'un climat qui va être plus favorable, de produire régulièrement en agriculture et donc d'avoir une espèce de production alimentaire stable qui a dégagé au fil du temps des excédents mobilisables et valorisables pour le commerce international. Et c'était d'autant plus important d'avoir quelques pays qui étaient en capacité d'exporter au-delà de leur production nationale parce que, en parallèle, nous avions une quantité croissante d'États dans le monde qui avaient recours et nécessairement recours aussi au marché international pour compléter leur production nationale. Parce que dans certains pays dans le monde, aujourd'hui, se combine de la très grande croissance démographique, des grandes difficultés géographiques et climatiques, des insuffisances logistiques et évidemment des réalités géopolitiques où, dans les pays où encore aujourd'hui la guerre et l'instabilité politique peut prédominer, c'est difficile d'avoir une prévisibilité pour les agriculteurs et donc de s'inscrire sur un temps long qui est nécessaire en agriculture. On a une récolte par an. L'agriculture, par définition, c'est le temps long. Et donc, nous avons nécessité d'avoir un commerce dans le monde qui rapproche l'offre et la demande. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des excès dans ces échanges agricoles. Si on reviendra sur l'importance de relocaliser des productions et revenir à des circuits courts quand ça s'y prête. Mais géopolitiquement, il y a une nécessité aujourd'hui de pouvoir apporter de la nourriture là où les quantités ne sont pas suffisantes pour répondre aux besoins domestiques. Et c'est une réalité de beaucoup de pays dans le monde aujourd'hui qui ont besoin du marché international pour compléter leur sécurité alimentaire. Donc il y a un premier facteur géopolitique et il y a un deuxième facteur qui est lié au consommateur. Parce que le consommateur français, finalement, il ressemble à ce consommateur de la classe moyenne mondiale qui, depuis 20 ans, a explosé et qui a réclamé, bien sûr, de la quantité, qui a réclamé de la qualité alimentaire et qui a surtout réclamé de la diversité. Parce que partout sur la planète, nous avons eu des consommateurs qui ont voulu conquérir aussi une liberté alimentaire par curiosité, par souci de découverte culturelle et de consommer des produits venant des quatre coins du monde, malheureusement, tout au long de l'année. Or, nous ne produisons pas de tout partout et pourtant les consommateurs veulent de tout, tout le temps, tous les jours. Et nous avons eu des mobilisations sur des circuits longs de produits exotiques ou de produits qui n'étaient pas forcément des produits de saison ou de proximité. Donc voilà, cette mondialisation agricole, aujourd'hui, ce n'est pas 100% de la production agricole, mais elle répond aussi à deux facteurs, géopolitiques et les attentes des consommateurs, avec un facteur prix sur les consommateurs sur lesquels je reviendrai sans doute dans le débat, mais qui est important. Alors aujourd'hui, tout ça est contrarié par l'événement du coronavirus, puisque depuis quelques semaines, le monde se ferme. Le monde se ferme pour des raisons sanitaires. Des frontières sont remises en place, des frontières qui, au-delà du terrestre, contraignent aussi les échanges mondiaux, à la fois maritimes ou aériens. Et donc, la circulation des produits agricoles à l'échelle internationale est obérée. Et nous avons une difficulté à maintenir des chaînes logistiques aussi performantes qu'elles le sont en temps ordinaire, pour des raisons qui sont, encore une fois, non pas un manque d'offres aujourd'hui sur la planète agricole, les quantités et les productions sont suffisantes, mais pour des raisons de fermeture. Et quand la logistique est contrariée, quand les mesures politiques empêchent au système de fonctionner comme il a l'habitude de fonctionner, vous pouvez avoir de la nervosité sur les marchés qui s'installent. Et vous avez eu, d'ores et déjà, ces dernières semaines, certains pays qui ont pris des décisions pour restreindre leurs exportations, pour protéger leur marché domestique et faire en sorte que les stocks nationaux et les réserves alimentaires ne soient pas épuisés pour principalement protéger les populations nationales, ce qui pose aussi un certain nombre de questions en termes de solidarité autour de l'alimentation dans le monde. Et puis, nous avons des pays qui, eux, vont être au contraire des grands acheteurs et qui ont, un peu comme monsieur et madame tout le monde, fait des stocks et ont des achats au début du confinement. C'est-à-dire que des États et certains opérateurs privés dans le négoce agricole ont fait leurs achats en quantité plus importante que d'habitude sur le marché mondial. Pour les mêmes raisons que vous et moi, au début du confinement, on a souhaité faire plus de courses
que d'habitude en achetant surtout des produits qui pouvaient être conservés parce qu'on savait qu'on n'allait pas pouvoir sortir régulièrement. Et ben, c'est la même chose au niveau des marchés internationaux. Certains pays, certains opérateurs économiques sont sortis très fortement sur le marché pour acheter, parfois à coût plus important que la réalité du moment, mais pour faire un peu les courses sur le marché mondial et se sécuriser pour la sécurité alimentaire nationale. Je vous remercie pour votre réponse. Et puis, je mentionnais également voilà, cette guerre et ces pays qui préfèrent garder pour leur consommation nationale les produits. Je pense également aux États-Unis qui conservent leur production laitière. Et on a les producteurs au final qui se retrouvent avec un surplus, qui sont obligés de déverser dans les canalisations où on met en général le fumier. Et ça m'a marqué parce qu'on a des pays en Afrique qui commencent à souffrir de ce manque d'offres sur le marché. Donc c'est un peu paradoxal. On a ces pays qui préfèrent en quelque sorte gaspiller plutôt que de le vendre sur le marché international. Ensuite, j'ai une autre question. Au niveau de la mondialisation, encore une fois, on voit la Chine a pris un rôle assez prépondérant sur le marché agricole. Est-ce que vous pensez que sa dominance, elle va être remise en question avec la situation actuelle? Alors, avant de parler de la Chine, je voudrais juste apporter un commentaire technique par rapport à ce que vous avez mentionné, parce que je crois que c'est très important d'avoir à l'esprit qu'il y a des réalités sanitaires qui obligent parfois des producteurs à jeter la nourriture si elle n'est pas en capacité d'être stockée et très vite achetée par les consommateurs ou les différents acheteurs. Les produits laitiers sont des produits sensibles, ce sont des produits frais où la question de la sécurité sanitaire est drastique. Et donc, si vous ne pouvez pas très rapidement transformer des productions laitières et les mettre dans des chaînes de froid et des stockages de quelques jours qui permettent leur valorisation sous forme de différents produits laitiers, malheureusement, vous êtes dans un gaspillage de la production quantitatif, mais pour protéger la santé aussi des consommateurs, puisque je rappelle que certains produits ne peuvent pas rester longtemps stockés s'ils ne sont pas consommés après la première récolte et les premières étapes des récoltes. C'est vrai pour les produits laitiers, c'est beaucoup moins vrai par exemple pour les produits céréaliers. Les produits céréaliers, vous pouvez les stocker pendant des mois et la qualité, alors ça s'entretient évidemment les stocks de céréales, ça a un coût non négligeable, mais la capacité est plus importante pour des produits non périssables et moins frais. Et les produits laitiers répondent à des cahiers des charges sanitaires drastiques. Et encore une fois, on a ce que vous mentionnez qui est à la fois interpellant et en même temps, ça protège les chaînes alimentaires de risques sanitaires importants. Donc, ça me semble important de le mentionner. Donc, c'est en quelque sorte une réponse à une lenteur sur les chaînes de valeur. En quelque sorte, on ne peut pas acheminer assez vite la production pour garantir une qualité qui soit optimale. Oui, et puis on a sur les produits laitiers, c'est un problème qu'on a aujourd'hui en France sur le marché, c'est qu'on a beaucoup moins de consommation de fromage et de certains types de fromages qui se trouvent davantage en épicerie ou sur des marchés. On a fermé des marchés, les gens vont moins dans les épiceries, vont plus dans les supermarchés. Donc, il y a certains types de fromages qui ont été beaucoup moins achetés depuis quelques semaines. Et donc, on a des producteurs qui n'ont pas toujours trouvé les débouchés et les clientèles habituelles. Et donc, on est en plus sur la production laitière dans les pleines périodes de collecte. Et donc, on a conjoncturellement un point de situation un peu tendu. Mais on essaye de limiter justement partout dans le monde ce type de gaspillage agricole. Pour un producteur agricole, le pire, c'est de jeter le fruit de son travail, surtout que ça lui a demandé des mois et des mois en amont. Donc, c'est très déstabilisant pour lui psychologiquement, au-delà de l'aspect évidemment de perte de revenus pour ses producteurs. Mais encore une fois, s'il n'y a pas de consommation au bout de la chaîne alimentaire, les producteurs n'ont pas la possibilité de valoriser leur acte de production et leur travail. Mais la question du lait nous permet de revenir à la Chine, parce que la Chine, c'est un pays qui, aujourd'hui, il faut regarder plusieurs aspects sur la sino-mondialisation agricole. La première chose, c'est que aujourd'hui, la Chine est à peu près le premier producteur de tous les produits du monde agricole. Mais sa production nationale sert massivement le marché chinois, puisque c'est un habitant sur 5 de cette planète, et qu'en Chine, ces dernières années, l'urbanisation, l'essor d'une classe moyenne importante, a précisément illustré ce que j'indiquais précédemment, c'est-à-dire une demande en Chine, à l'image du monde, d'avoir bien sûr de la quantité sur les tables, mais de la qualité
et de la sûreté sanitaire dans les produits proposés. L'exemple du lait est emblématique parce qu'en Chine, c'est un pays qui produit du lait et qui a des quantités non négligeables, mais pour certains types de produits laitiers, notamment pour les enfants, l'alimentation des enfants, le lait en poudre, les préparations dédiées aux plus jeunes viennent plutôt du marché international parce qu'il y a eu des scandales alimentaires sanitaires en Chine il y a une dizaine d'années qui ont créé une très forte émotion en Chine sur la fiabilité des productions nationales. Et quelque part, aujourd'hui en Chine, beaucoup de consommateurs de la classe moyenne, pour nourrir leurs enfants, sont rassurés quand ça vient du marché international, et notamment d'Europe et de France, où les produits laitiers sont très sûrs, très sécurisés et de bonne qualité. Et cette qualité européenne et française en produits laitiers, notamment pour nourrir les plus jeunes, est très appréciée des consommateurs chinois. Donc la Chine aujourd'hui, il faut comprendre une chose, c'est qu'elle est à la fois l'un des grands pays producteurs agricoles de la planète, y compris sur des segments sur lesquels on ne l'attendait pas forcément, type le vin. La Chine produit énormément de vin aujourd'hui, elle a développé une viticulture importante et les vins chinois sont à la fois plus importants en quantité et la qualité progresse année après année. Mais à l'image de la viticulture, la Chine a à la fois besoin de compter sur ses productions nationales, mais achète massivement sur les marchés internationaux parce qu'elle ne produit pas assez non plus à l'échelle nationale. Et surtout, la Chine veut combiner ses productions nationales avec de la qualité et de la diversité venant des marchés internationaux. Et quelque part, la Chine, depuis 10-15 ans, a commencé à la fois à investir dans le monde dans des outils de production, elle a racheté des usines, elle a racheté des entreprises de l'amont, de l'aval, elle a fortement investi les chaînes logistiques et les infrastructures, y compris les dispositifs portuaires et des lignes ferroviaires, y compris en Europe ou en Amérique latine, pour permettre de sécuriser ses approvisionnements alimentaires. Il suffit de regarder par exemple les lignes de chemin de fer en Afrique de l'Est que la Chine a pu construire au niveau de l'Éthiopie. Et nous avons, de la part de la Chine, eu progressivement, après ce type d'investissement qui passait aussi par des achats ou des locations de terres ou d'exploitation agricole à travers la planète, et pas qu'en Afrique, beaucoup en Australie par exemple, la Chine et des investisseurs chinois ont été parmi les principaux protagonistes de la course aux terres agricoles vendues par des opérateurs australiens. L'Australie est un peu la grande ferme du monde à vendre et la Chine s'est précipitée par exemple sur ce terrain de jeu. Et nous avons de la part de la Chine eu, après cette première phase, une deuxième phase qui a correspondu au niveau du logiciel géopolitique des routes de la soie, c'est-à-dire de sécuriser les approvisionnements vers la Chine, mais en même temps d'avoir une politique d'influence et de diplomatie à l'international autour de ces questions. Et donc, la Chine essaye de sécuriser ses approvisionnements, mais la Chine n'a pas fait qu'investir dans les outils de production. Elle a aussi investi les enceintes internationales, et donc elle a pris la tête de la direction de la FAO, l'organisation onusienne de l'agriculture et de l'alimentation, depuis 1 an. La Chine cherche à jouer aujourd'hui fortement sur le système normatif et toutes les réglementations sanitaires des productions agricoles et alimentaires. Je crois que c'est important et ça fait partie des grands enjeux de la décennie. C'est que dans le monde actuel et à venir, les questions des normes, des règles, des cahiers des charges vont prendre une place considérable et beaucoup de normes viendront de Chine et le vent de Chine souffle fortement sur le système normatif international. Et quelque part, dans la bataille qui se joue avec Washington, il y a une bataille commerciale, il y a une bataille normative et juridique très importante aujourd'hui. Les questions agricoles sont complètement au cœur de ce jeu de rivalité entre les États-Unis et la Chine. Et puis, sur la Chine et la sino-mondialisation, ce qui est important de rappeler, c'est que nous avons peut-être, avec la crise du Covid, mis en lumière que depuis 10 ans, finalement, la mondialisation, tous secteurs confondus, n'a pas forcément énormément progressé. La crise financière internationale a quand même mis un sérieux coup d'arrêt à la propagation de chaînes de valeur larges et à la mondialisation comme on l'avait pu la constater dans les années 90 et les années 2000. Je crois que depuis 10 ans, la mondialisation n'a pas forcément connu une très grande intensification. En revanche, depuis 10 ans, nous avons eu
un développement significatif de la sino-mondialisation. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que peut-être des chaînes de valeur, y compris dans le domaine agricole et alimentaire, dépendent beaucoup trop de la Chine et qu'on a insuffisamment multipolarisé les relations extérieures, les chaînes de valeur, et finalement, la Chine contrôle un certain nombre de domaines stratégiques. On le voit dans la santé. On est en train de s'en rendre compte dans le domaine agricole et alimentaire. Je vais jusqu'au bout du propos, un peu pour provoquer, pour rappeler que la Chine a investi des secteurs stratégiques sur lesquels l'Europe ou la France ont pensé peut-être parfois à tort qu'ils n'appartenaient pas à l'avenir et qu'ils n'étaient pas des secteurs importants, parce qu'avoir de l'industrie primaire ou secondaire à portée de vue et dans nos villes ou autour de nos villes, ce n'était pas forcément quelque chose de souhaité par la société. On s'aperçoit précisément de toute l'importance d'avoir aussi des chaînes de production à proximité autour de la santé, mais aussi de l'agriculture, et qu'on ne peut pas dépendre de ce qui va se passer à l'autre bout de la planète sur ces segments importants pour la vie de tout le monde. Ça me permet de rebondir et justement de passer à une autre de mes questions. Cette question de filière et de secteur stratégique, c'est quelque chose qui est très énoncé notamment par les États-Unis. Ils ont mis en place tout un plan pour définir des secteurs stratégiques pour leur économie et pour leur pays, notamment l'agriculture, la santé ou la défense. Aujourd'hui, est-ce que la France doit prendre un peu le même chemin et dire que l'agriculture, c'est stratégique pour notre pays? Je l'ai dit de manière un peu volontaire parce que cette question que vous posez est importante et finalement, elle est très commentée depuis quelques semaines. Et je m'en réjouis parce que je crois que ça permet de rappeler que si en temps extraordinaire, l'agriculture française répond aux attentes de sécurité nationale tant collective qu'individuelle, c'est parce qu'en temps ordinaire, elle est capable de faire le travail qu'on lui assigne, à la fois de nourrir, mais aussi je rappelle que l'agriculture produit de l'énergie, que l'agriculture permet de se vêtir, puisqu'il y a les productions alimentaires qui servent à l'usage textile, et on pourrait continuer la liste, au-delà de l'alimentaire, des contributions de l'agriculture. Et on parlera sans doute un peu de questions d'environnement et d'aménagement des paysages tout à l'heure. Je dis cela parce que nous avons la chance en France d'avoir une sécurité alimentaire très élevée, parmi les meilleures du monde, en quantité, en qualité, en diversité. Cette chance, en fait, elle est liée à l'histoire de la construction européenne qui, depuis plus d'un demi-siècle, mise sur l'agriculture parmi les secteurs les plus importants pour fédérer les Européens, pour faire exister une communautarisation des politiques européennes et de créer des marchés communs, de protéger des consommateurs, par ailleurs, les protéger sur des aspects de qualité, de mode de production, qui nous semblent importants par rapport aux valeurs qui sont les nôtres. Et aujourd'hui, en France, nous avons une agriculture de très haute qualité, même si des controverses existent, même si certains en doutent, on constate dans des moments de crise qu'en France, on fait de la quantité, de la qualité, de la diversité. Et pour répondre à votre question, cette crise, moi, me semble plutôt amener une question sur le vouloir politique et sociétal autour des questions agricoles. C'est-à-dire, nous avons un pouvoir géographique, nous avons un pouvoir technique, nous avons un pouvoir climatique, nous avons un pouvoir scientifique, professionnel, d'avoir une agriculture performante aujourd'hui en France, et elle l'est. La question qui se pose depuis quelques années, c'est de savoir est-ce qu'on veut continuer demain sur ce secteur à être performant et à être innovant. Est-ce que au niveau politique, l'agriculture reste une priorité demain? Est-ce qu'au niveau de la société, les consommateurs prennent conscience que pour avoir des produits alimentaires qu'ils réclament de qualité, la production agricole française est la première à leur donner cette réponse? Mais qu'en même temps, pour avoir cette production de proximité que tout le monde appelle de ses voeux aujourd'hui, il faut accepter d'avoir un agriculteur à côté de chez soi et d'avoir des industries agroalimentaires à côté des villes et d'avoir des ruralités où il n'y a pas uniquement des moments de tourisme et de loisirs, mais d'avoir aussi dans les campagnes des activités économiques, industrielles et des agriculteurs qui travaillent pour permettre cette agriculture et cette alimentation de proximité et de qualité. Et donc, je pense que cette crise pose finalement deux sujets, c'est-à-dire est-ce que quand on sortira de ce moment exceptionnel, est-ce qu'on va préserver l'attention politique, médiatique et sociétale actuelle
autour de l'importance de l'agriculture pour faire comprendre que l'agriculture, c'est un secteur qui n'est pas discutable sur les priorités stratégiques, précisément comme la santé, parce que ça concerne tout le monde tous les jours. Hein, c'est la grande force des questions agricoles et des questions de santé. Hein, c'est que ça concerne tout le monde sur la planète, tous les jours, plusieurs fois par jour. Si vous enlevez la santé et l'alimentation, les autres secteurs d'activité sont un peu moins importants et ce confinement nous le montre bien. Donc, est-ce qu'on est capable demain de garder une politique agricole forte, une société consciente de l'importance de l'agriculture dans le pays? Et puis, la deuxième question que ça va poser, c'est est-ce qu'on est capable de maintenir un discours géopolitique cohérent, ce que j'ai beaucoup commenté ces derniers jours autour de l'importance d'avoir une production agricole souveraine, certes, mais d'avoir une souveraineté alimentaire solidaire, parce que la France ne peut pas se replier sur elle-même et imaginer qu'il faudrait ne pas regarder les enjeux tant en Europe qu'à l'international au niveau de la sécurité alimentaire. Et ce n'est pas qu'une question commerciale, c'est une question aussi de coopération et de solidarité scientifique, technique, d'ONG qui se mobilisent très fortement aux quatre coins du monde sur ces questions. Et la France est généreuse autour des questions agricoles, y compris en termes de coopération et de partenariat scientifique et de partenariat institutionnel où les pouvoirs publics autour des grands enjeux agricoles et alimentaires sur la planète. Donc, je crois que c'est important de préserver cette ouverture internationale demain et donc d'avoir une souveraineté alimentaire qui soit solidaire nationalement avec nos producteurs et en même temps responsable à l'international par rapport aux enjeux géopolitiques qui nous entourent. Alors, sur cette question de solidarité, on le sait, l'Europe elle a un rôle très important à jouer, notamment en termes d'agriculture, avec la politique agricole commune, qui aujourd'hui est assez débattue, notamment sur le montant qui est alloué à cette aide. Vous avez mentionné dans l'une de vos interviews, la politique agricole commune n'est pas une politique pour 3 millions de paysans, c'est une arme pour nourrir des centaines de millions de personnes. Est-ce que vous pensez que cette politique elle va être renforcée ou au contraire être affaiblie par cette situation ? Bon, alors je sais que la politique agricole commune suscite énormément de débats et c'est important d'avoir des débats sur la politique agricole commune que l'on doit avoir en 2020 et demain, parce qu'évidemment, elle ne doit pas ressembler à ce qui a été celle de l'origine de la construction européenne, parce que les contextes sont différents, les performances actuelles sont modifiées et les attentes de la société ont également évolué. Ceci dit, je crois que c'est important de rappeler que la politique agricole commune, au lancement, tout comme aujourd'hui, et merci de reprendre les propos que j'ai pu tenir à ce sujet récemment, c'est juste pour faire de la pédagogie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez une politique communautaire, la seule, je le rappelle, de l'Union européenne, ce qui permet de continuer à donner du sens aussi politique et au vivre ensemble européen qui est autour des questions agricoles, ça permet d'apporter de la nourriture à 500 millions d'habitants en Europe et de la nourriture en quantité, en qualité et en même temps avec une très grande diversité parce que l'élargissement de l'Union européenne au fil du temps a fait que les productions agricoles européennes non seulement se renforçaient en quantité, se renforçaient en qualité parce qu'il y avait des exigences normatives et de règles qui tiraient les agricultures européennes vers le haut, mais nous avons eu aussi une complémentarité de production. L'élargissement de l'Europe à l'Est depuis 10-15 ans a fait que les productions d'Europe de l'Est, qui ne sont pas tout à fait les mêmes que celles de l'Ouest, sont venues compléter, enrichir la variété de l'agriculture européenne. Je crois que c'est très important de rappeler ça, parce que le grand gagnant de cette politique agricole commune, c'est d'abord le consommateur. Le consommateur européen a aujourd'hui cette nourriture, encore une fois, pardon d'insister, mais je crois que ce triptyque est important parce que ce n'est pas la réalité mondiale, mais en Europe, ce triptyque qui nous donne notre sécurité, c'est de la quantité, de la qualité et de la diversité à un coût extrêmement bas. Je rappelle que la nourriture ne coûte pas plus cher aujourd'hui. On a plutôt eu, tendanciellement ces dernières années, une baisse de la dépense moyenne de chacun dans son budget mensuel dédié à l'alimentation, alors que l'alimentation progressait en qualité. Donc ça ouvrira un vrai sujet après la crise, c'est est-ce que cette crise nous rappellera à tous que la nourriture a un coût et que si on veut de la nourriture de qualité et de proximité, avec des cahiers des charges exigeants pour le climat, pour l'environnement, la rémunération juste des agriculteurs français
nécessite de pouvoir payer plus cher sa nourriture. C'est un sujet France, c'est un sujet européen. Cette politique agricole commune, pour tous les Européens, je crois qu'il faut l'avoir en tête parce que le budget de la PAC est prédominant aujourd'hui dans les équilibres communautaires européens. Donc on peut, et c'est normal, avoir un débat sur est-ce que finalement on consacre trop d'argent dans le budget européen à cette politique-là. Est-ce qu'on consacre trop d'argent? Je ne sais pas, puisque à l'échelle de chaque individu, ça représente 26 centimes par Européen par jour. C'est ça le coût de la PAC. Vous savez que les budgets européens sont faibles, c'est 1% en gros du PIB de chaque pays, ce n'est pas grand-chose. Donc l'argent qu'on met pour se nourrir très bien en Europe, comme peut-être pour se soigner demain, le coût est faible par rapport aux bénéfices dont on peut tirer, encore une fois, sur du long terme. Là, en revanche, il y a un vrai sujet politique vis-à-vis du grand public, c'est le caractère très peu lisible de la PAC qui, même pour les spécialistes, moi je ne me considère absolument pas comme un spécialiste de l'agriculture, j'essaie de l'observer avec mon angle géopolitique. Je m'intéresse à la PAC, c'est très complexe la PAC, et à l'image un peu de l'Europe, la PAC s'est perdue ces dernières années dans des dispositifs extrêmement techniques, parfois anecdotiques, réservés à des initiés. Et finalement, un peu à l'image de l'Europe, on a oublié d'avoir un récit mobilisateur vis-à-vis du grand public pour expliquer que l'Europe a un sens, pour expliquer que cette politique agricole commune a un sens. Et donc, j'ai beaucoup plaidé ces derniers temps pour qu'on arrête de parler de politique agricole commune comme si elle était réservée à quelques producteurs en Europe, même si j'ai beaucoup de respect pour ces producteurs européens, parce qu'encore une fois, on parle d'une PAC qui est une politique alimentaire citoyenne, qui est aujourd'hui une politique qui sert à protéger 500 millions de personnes en Europe. Et demain, moi j'espère qu'en Europe, on sera capable de maintenir à la fois une politique alimentaire citoyenne, quitte à la rebaptiser ainsi, et pour garder le sigle de la PAC, à côté d'une grande politique de santé qui me semble évidemment indispensable et dont on voit aujourd'hui la nécessité d'avoir une approche européenne sur la santé, politique qu'on n'a pas partagé le secteur de la santé en Europe. Je crois que le binôme santé-alimentation est un binôme interdépendant de plus en plus et ça me semblerait intéressant que l'Europe combine intelligemment ces deux secteurs d'activité dans son rebond politique attendu après cette crise. Je vais rebondir sur un élément que vous avez mentionné qui me semble très important, c'est également la perception de l'agriculture et de la profession en général. Cette crise, elle a été aussi utile en fait pour montrer qu'on avait un déficit structurel au niveau des emplois dans le domaine agricole. Il y a peu de jeunes aujourd'hui qui veulent y travailler parce que c'est voilà, un travail qui est très fatigant, qui est aussi un peu dénigré par le pays dans son ensemble et même par l'État auparavant. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir mettre en place des politiques pour justement un peu redorer ce secteur? Alors, dans votre question, il y a plusieurs éléments sur lesquels j'aimerais donner un point de vue un peu schématique pour aller vite, mais complémentaire. D'abord, je tiens à préciser que autour de la problématique agricole et alimentaire, il n'y a pas un métier, il y a une galaxie de métiers et le seul métier d'agriculteur n'est pas illustratif de ce secteur. Je m'explique. Bien sûr qu'il faut des producteurs et des agriculteurs. Et aujourd'hui, il y a un grand déficit à venir de gens qui travaillent la terre, qui sont des agriculteurs, qui sont des entrepreneurs agricoles, parce que quand on est agriculteur aujourd'hui, on est à la tête de sa propre entreprise et on a à gérer des incertitudes que peu de métiers connaissent. Je rappelle que quand vous êtes agriculteur, tous les ans, vous remettez à zéro votre contrat de travail, vous ne connaissez pas vos revenus, vous faites confiance à la météo, vous avez des outils techniques pour vous accompagner, vous ne savez pas comment la société va évoluer dans ses attentes de consommation, vous avez des politiques publiques qui évidemment se transforment et qui peuvent changer en cours de route de votre année les réglementations et les mesures à prendre. Et donc, c'est un métier extrêmement exigeant. Et finalement, aujourd'hui, quand vous discutez avec des agriculteurs, vous apercevez qu'ils font plusieurs métiers tout au long de la journée. Ils sont à la fois branchés sur leur ordinateur, ils sont dans leur champ, ils sont au regard de la société, ils discutent avec d'autres professionnels d'autres secteurs. Et quelque part, c'est un métier extrêmement intéressant qui m'interpelle beaucoup depuis un certain nombre d'années parce que ce sont des gens passionnés par leur métier
convaincus de faire un métier qui a beaucoup de sens, nourrir les gens, contribuer à des équilibres économiques, territoriaux. C'est un métier qui a une vocation universelle, ça parle à tout le monde, la question agricole et alimentaire dans le monde. Mais je crois que c'est un métier très difficile parce que depuis quelques années, la société qui s'est urbanisée, qui s'est tertiarisée, s'est distancée en fait du monde agricole. Et le monde agricole a mal vu venir le développement de cette société urbaine où aujourd'hui en France en 2020, la plupart des personnes n'ont pas de lien avec des agriculteurs, ils ne les voient pas, ce n'est pas leur environnement physique, on ne vit plus dans les campagnes, mais la plupart des Français aujourd'hui n'ont pas de parents ou de grands-parents agriculteurs, ce qui était une réalité il y a un demi-siècle. Il y a 50 ans en France, vous aviez bonne chance d'être enfant d'agriculteur ou d'avoir un de vos grands-parents qui était agriculteur. Cette réalité sociodémographique a complètement changé aujourd'hui et donc il y a une distanciation qui s'est établie. Ce qui fait que depuis quelques années, entre un message un peu global comme quoi le 21e siècle serait le siècle de l'immatériel, des services, et qu'il n'y avait pas d'avenir dans des métiers industriels ou des métiers agricoles, et puis de l'autre, une société qui ne s'est plus beaucoup posé la question de savoir d'où venait l'alimentation qu'elle consommait à table et dans son assiette, oubliant parfois qu'il y avait un agriculteur au fond de chaque assiette quand vous passez à table, le matin, le midi, le soir, et qu'il y a des gens qui travaillent en amont pour vous donner cette alimentation. Il y a un grand écart qui s'est créé. Donc, c'est très important aujourd'hui d'avoir en tête que c'est un métier agricole qui est intéressant. Aujourd'hui, quand on est agriculteur en France, on est aux commandes d'une entreprise avec des incertitudes environnementales. Il faut pouvoir produire très bien pour l'écologie. Il faut pouvoir suivre les marchés internationaux. Il faut être très armé en mathématiques et en data parce que c'est un métier très digitalisé qui utilise aujourd'hui toutes les technologies modernes de tous nos métiers. Les agriculteurs n'ont pas de problème à travailler avec le confinement. D'abord, ils sont obligés d'être en déconfinement parce qu'ils sont sur le champ et travaillent, mais en même temps, ils ont l'habitude de télétravailler parce que leur outil principal de travail aujourd'hui, c'est aussi l'ordinateur et Internet et le smartphone. Donc, ce sont des métiers extrêmement modernes, mais encore une fois, hyper intensifs en savoir et en connaissance. Je crois que c'est très important. C'est vrai en France, c'est vrai dans le monde. Mais je complète ce propos parce que on croit à tort que quand on parle de métier sur l'agriculture, il y aurait que comme métier possible d'être agriculteur. Il y a plein d'autres métiers. Il y a une galaxie de métiers dans les chaînes de transformation, dans le commerce, dans la logistique, dans la distribution, dans la restauration. Et moi, j'ai toujours plaidé que quand on parlait d'agriculture et d'alimentation, on ait vraiment une approche très holistique de la question. Je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'il y a de beau avec l'agriculture, c'est qu'elle convoque à peu près toutes les thématiques du monde. Vous parlez de géographie, vous parlez d'histoire, vous parlez de culture, vous parlez de science, vous parlez d'environnement, vous parlez de commerce, de politique, de sociologie. Il y a très peu de sujets qui convoquent autant de disciplines et de matières en même temps. Et l'autre élément, c'est que quand vous vous intéressez à ce secteur agricole et alimentaire, il y a une panoplie de métiers à faire, des métiers qui se combinent pour une chaîne performante. Et encore une fois, j'appelle tout le monde à regarder tous les métiers de service aussi qui existent dans le monde agricole et qui complètent les métiers de production et les métiers de distribution ou de transformation. Il y a plein de métiers de service. Et je rappelle qu'en France, nous avons des grandes entreprises qui emploient énormément aujourd'hui dans ce secteur et qui n'emploient pas que de la main-d'œuvre agricole, mais qui emploient plein d'étudiants, notamment aussi de sciences politiques, pour comprendre un peu ce qui se passe sur la planète ou ce qui va se passer en termes de comportement de société. Donc, est-ce que cette crise va nous réveiller sur l'attractivité de ces métiers Peut-être, peut-être. Je rappelle par ailleurs, néanmoins, que ce sont des métiers au niveau de la production agricole qui sont des métiers difficiles. J'ai un peu évoqué l'incertitude permanente qui règne autour de ce secteur d'activité et pour cet emploi. Il y a aussi, il ne faut pas le cacher, une pénibilité physique. Et d'ailleurs, on s'aperçoit c'est assez intéressant de voir qu'un certain nombre de Français ont cherché ces dernières années de revenir à la terre, hein, expression qui a été utilisée. Moi, je trouve ça très intéressant parce que je pense que ça participe d'une prise de conscience de l'importance de l'agriculture et de ses métiers. En même temps, beaucoup qui s'y exercent se rendent compte que c'est très difficile et que même avoir un jardin potager qu'on essaye d'entretenir et qui soit performant chez soi, c'est compliqué et que ça nécessite un entretien quotidien. Et donc,
il y a aussi un élément non négligeable. Tout le monde ne peut pas s'improviser agriculteur demain. C'est un métier difficile qui, encore une fois, nécessite des connaissances. Et je crois que tout l'intérêt demain, c'est d'imaginer que les professionnels actuels soient capables de tendre la main à des nouvelles générations et à des gens qui viennent hors du monde agricole, mais qui ont envie de s'investir sur ces métiers. Et qu'inversement, tous les urbains, tous les jeunes, tous ceux qui ont envie de s'investir sur ces métiers et ces créneaux d'activité regardent positivement tout ce qu'ils pourraient apprendre de professionnels expérimentés qui ont envie aussi de partager des savoirs et de cultiver un vivre ensemble sur ces questions. Justement, sur cette question de retour à la terre, est-ce que vous pensez que cette crise, elle va pouvoir amener en quelque sorte une résurgence d'une agriculture qui soit en circuit court et surtout décentralisée? Alors oui, je pense qu'en fait, on a avec la crise actuelle, d'abord, je précise que je me garderai bien de dire tout ce que cette crise va provoquer. Je pense que cette crise va surtout amplifier des tendances qui pouvaient déjà être à l'œuvre par le passé, et que cette crise ouvre, comme on vient de le voir, un certain nombre de questions ouvertes aujourd'hui sur lesquelles on n'a pas forcément des réponses, mais qui sont des questions qui permettent de reprendre conscience de ce qui est essentiel et de ce qui va être peut-être moins important et peut-être plus anecdotique. Est-ce que demain, on va être capable de renforcer une tendance qui était d'attente de circuits courts? Oui, je le pense. D'abord parce que, je l'ai dit, on va avoir des chaînes de valeur qui vont se rétrécir par rapport à leur internationalisation. Ça ne veut pas dire qu'elles vont revenir uniquement sur des circuits extrêmement courts et qu'on va avoir des approches parfois plus régionales dans la mondialisation. À ce titre, d'ailleurs, la réponse de l'Europe d'avoir un grand espace régionalisé commun montre tout l'intérêt du projet européen. Je crois que le projet européen en 2020 reste extrêmement pertinent et il faut le cultiver. Au niveau des circuits courts, il y a deux choses que j'aime bien rappeler. C'est que d'abord, il y a des circuits courts possibles et il y a des circuits courts envisageables. Alors, les circuits courts possibles, aujourd'hui, quand vous prenez certains types de produits, vous ne les aurez pas en France demain, malgré toute la volonté ou les investissements qu'on voudrait faire. Il y a certains fruits et légumes qui ne viendront jamais de la métropole. Mais vous avez, grâce au territoire ultramarin, certains produits en fruits et légumes, je pense à la banane, qui montrent que la France agricole et alimentaire est riche aussi de ces territoires ultramarins. Mais ils ont besoin de circuits longs pour arriver dans les supermarchés et les domiciles des habitants de la métropole. Quand vous vous levez demain matin et que vous allez faire votre petit déjeuner, si vous prenez un café, un thé et éventuellement vous consommez du chocolat, le cacao, le thé, le café, ce sont des produits qui viennent de circuits longs quand vous êtes en Europe et en France. Et il me semble qu'il serait difficile d'imposer demain aux consommateurs français ou européens une interdiction à consommer du thé, du café ou du chocolat parce que le circuit court européen et français ne le permet pas. Je dis cela parce que quand demain matin, vous allez peut-être accompagner votre petit déjeuner d'un croissant, votre croissant il vient plutôt d'un circuit court quand vous êtes en France, parce qu'on est un grand pays de production céréalier. Mais quand vous êtes de l'autre côté de la Méditerranée, vous avez des croissants qui viennent plutôt de circuits longs. Donc, tout dépend de l'endroit où vous êtes par rapport à ce qu'on appelle circuit court, circuit long. Je crois que la réalité qu'il faut regarder en face aujourd'hui, c'est que dans notre quotidien alimentaire, nous avons systématiquement dans notre assiette des produits qui viennent de circuits courts et d'autres qui viennent de circuits longs. Je vais un peu plus loin sur le raisonnement. Est-ce que demain, on peut avoir en France des circuits courts qui feraient 100% de l'attente alimentaire des uns et des autres? Pour le dire autrement, est-ce que quand vous êtes à Paris et en Île-de-France, on pourrait imaginer de vivre en autarcie alimentaire à 50 km à la ronde? Peut-être, peut-être. Mais avec une conséquence immédiate pour les consommateurs, c'est d'avoir un choix extrêmement plus restreint de produits à acheter et donc à consommer, et d'avoir sur certains produits des coûts peut-être plus élevés. Et là, je viens avec le côté circuit court souhaitable.
Il y a aujourd'hui en France, sur certaines gammes de production, et je vais prendre deux exemples, prenons la volaille, le poulet et les fruits et légumes. Depuis 10-15 ans, une grande partie de ces poulets ou des fruits et légumes qu'on consomme en France, pour moitié grosso modo, viennent de l'étranger. Et pourtant, ce sont des productions sur certains fruits et légumes aussi qu'on serait capable de faire en France. J'ai dit, il y a des produits exotiques en fruits et légumes qu'on ne pourrait pas faire pour des raisons climatiques et géographiques, mais il y a certaines productions qu'on peut faire et qu'on fait déjà. Si le consommateur consomme des produits venant de loin, ça a été essentiellement pour des raisons économiques. Et vous avez peut-être observé ces dernières semaines que dans vos supermarchés, certains fruits et légumes sont plutôt des fruits et légumes français venant de circuits courts, mais dont le coût est beaucoup plus élevé. Pour les raisons précises que je vous ai indiquées précédemment, c'est-à-dire que les modes de production, les cahiers des charges, la qualité, le coût du travail en France, évidemment avec la fiscalité en France qui l'accompagne, sont beaucoup plus élevés. Et donc, si vous consommez parfois des circuits courts, il faut être aussi cohérent avec la capacité à dépenser plus pour vous nourrir avec ces produits courts. Moi, je trouve que c'est extrêmement important d'être cohérent sur ce sujet, c'est-à-dire de ne pas vendre une idéologie exagérée, de dire circuit court pour tous les produits, pour tout le monde, et on oublie la diversité des productions, des besoins, des attentes et l'hybridation de nos systèmes alimentaires. Je crois que ça ne correspond pas aux attentes. D'ailleurs, je rappelle, hein, c'est toujours quelque chose qui me paraît intéressant de souligner. Dans les grandes villes en France et en Europe, la moitié des restaurants proposent une cuisine du reste du monde. À Paris, 60% des restaurants à Paris intramuros, ce sont des cuisines du reste du monde. Ça ne veut pas dire que dans les cuisines de ces restaurants qui proposent des cuisines du reste du monde, il n'y a pas parfois des productions françaises en termes de produits, mais il y a aussi des produits qui viennent de leur propre cuisine proposée. Et c'est ce métissage tant agricole qu'alimentaire qui me semble intéressant parce que c'est aussi l'attente sociétale. Mais je crois que si on veut demain être cohérent, eh bien oui, achetons plus cher la nourriture de qualité, assumons d'avoir un coût à dépenser pour bien se nourrir si on veut respecter des normes de production et avoir des produits de qualité. Et soyons cohérents, c'est-à-dire que parfois, c'est normal l'hiver, si on ne veut pas consommer le monde et on est contre les circuits courts, c'est normal l'hiver de ne pas trouver certains produits. En revanche, si on ne respecte pas la saisonnalité, si on ne respecte pas les coûts de production et le coût de certains produits, évidemment, on peut tout au long de l'année consommer le monde et pas être cohérent par rapport à l'importance de circuits courts. Maintenant, je voudrais finir ce point sur ce que j'ai dit précédemment. Si on veut des circuits courts alimentaires, il faut accepter d'avoir des agricultures et des agriculteurs à côté de chez nous. Or, ces derniers temps, on a bien vu qu'une partie de la société ne voulait surtout pas avoir des agriculteurs, des vaches, des coqs qui chantent à côté de leur domicile, y compris à la campagne. Et donc, je m'interroge, je me questionne sur cette attente d'un côté de circuits courts alimentaires et ce rejet de l'autre d'avoir des producteurs et des agriculteurs à côté. Ça me semble un paradoxe sur lequel, en tout cas, ça nécessitera d'avoir une plus grande cohérence demain dans le regard sociétal. D'autres sujets sur lesquels je pense que la société devra travailler longuement. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie de ce webinaire qui est dédiée aux questions posées par les participants. On a d'ailleurs pas mal de questions, donc je vais commencer. Jean-Philippe de Saint-Jean nous propose une question sur est-ce qu'il faudrait actuellement imposer des barèmes de prix indexés sur la production plutôt que de laisser les marchés en fait, décider librement des prix. Alors, c'est une question très technique, importante. Je ne vais pas y revenir longuement. C'est un peu ce que l'Europe fait ces dernières décennies et qu'elle a un peu moins fait ces dernières années sur l'autel de la libéralisation. À la fois parce qu'il y a eu une libéralisation du commerce mondial, je n'ai pas besoin de vous faire de dessin, et que l'agriculture a parfois été victime de cette libéralisation excessive des échanges. Et en même temps, l'Europe elle-même a changé son logiciel un peu à ce sujet. Est-ce que demain, on doit revenir à un encadrement rigide? Je ne sais pas, parce que c'est important aussi de comprendre que le marché fait le prix. Et donc, pour des producteurs agricoles,
la capacité d'avoir un marché qui évolue est parfois bénéfique. Hein, donc, quand ça va mal, entre guillemets, on a besoin de prix encadrés. En même temps, quand ça va bien, on est très content d'avoir un marché libéralisé parce que ça permet d'augmenter ses revenus. Ça permet aussi, si on a plus de revenus, d'investir pour les prochaines campagnes et donc d'innover davantage et de renforcer la nourriture de qualité. Donc, on voit que tout ça est très compliqué et qu'il faut aussi trouver un juste équilibre. Mais en tout cas, bien sûr, je crois que les marchés seuls ne doivent pas décider. En revanche, ce qui me semble important, c'est que les politiques publiques accompagnent les mondes agricoles et ce secteur agroalimentaire parce qu'il est stratégique, ça a été dit, et que dans cet accompagnement de politiques publiques, il y ait une cohérence avec des dynamiques commerciales et de libéralisation des échanges pour éviter justement tous les excès ou glissades qu'on peut avoir occasionnellement ou de la part de certains. Et c'est le rôle des politiques publiques de faire attention qu'il n'y ait pas justement ces excès, mais en même temps de maintenir une liberté tant pour les producteurs que pour les opérateurs économiques. Je vous remercie. Maintenant, une question de Chloé Guenin, à nouveau sur la PAC. Est-ce que selon vous, les enjeux de neutralité carbone pour 2050 vont être pris en compte et même priorisés dans cette PAC post-2020 ? Oui, complètement. D'ailleurs, il n'y a pas fallu qu'il y ait le Green Deal pour que les agricultures européennes se mobilisent sur ces questions depuis des années. Et donc, les différentes réformes de la politique agricole commune qui ont été faites à partir de la décennie 90, on a commencé à réformer fortement et à injecter énormément de considérations environnementales sur la PAC dès les années 90. Et donc, ça fait maintenant 2-3 décennies que les agricultures européennes doivent à la fois produire et produire mieux. Et donc, savoir développer de nouvelles trajectoires de développement, mener des transitions, innover et faire en sorte que sur les questions climatiques, elles jouent leur partition. Je rappelle que le secteur agricole est à la fois victime des changements climatiques parce qu'il est le premier concerné quand il pleut moins, quand il fait trop chaud, qu'il y a des épisodes extrêmes. Et en même temps, il est partie de la solution parce que précisément, c'est un secteur qui est attendu sur sa contribution à la lutte contre les changements climatiques. Et sur la neutralité carbone, c'est un vrai sujet qui a été renforcé ces derniers mois avec la proposition de la Commission européenne nouvelle de mettre en place un pacte vert européen avec cette neutralité carbone à 2050. D'ailleurs, le pacte vert européen sera une ombrelle dans laquelle il y aura la politique agricole commune. Donc, la politique agricole commune est attendue au rendez-vous du pacte vert européen. Ce sera d'ailleurs l'un des piliers les plus contributifs, sans doute, à ce rendez-vous. Et si on veut réussir le pacte vert européen, il faut absolument que les agricultures soient mobilisées. Mais la question carbone a été regardée positivement parce qu'aujourd'hui, le monde agricole, il y a certes d'un côté des émissions de gaz à effet de serre, mais il y a aussi du stockage carbone. Je le rappelle, on parle beaucoup des forêts qui stockent du carbone. Ce qui est vrai pour un arbre est vrai pour une plante. Les plantes, les cultures végétales stockent du carbone. Les sols agricoles stockent du carbone. Et donc aujourd'hui, je ne viens pas dans le détail, regardez, il y a énormément d'initiatives qui ont été valorisées ces derniers temps pour montrer que les agriculteurs, sur leur exploitation, à travers les dispositifs qu'ils peuvent mettre en place, stockent du carbone et donc contribuent quelque part aussi à ce projet de pacte vert en stockant du carbone. Le grand sujet politique, c'est est-ce qu'on va être capable de valoriser ce stockage carbone par l'agriculture et donc de monnayer et de rémunérer les agriculteurs pour leur contribution et leur stockage carbone. Il y a de grands débats sur le prix du carbone, qui fait quoi et comment valoriser ceux qui en stockent réellement. Moi, j'en parle, mais je stocke aucun carbone. Il y a des agriculteurs qui, au contraire, en stockent. Comment les accompagner dans ces initiatives et valoriser leur travail pour stocker du carbone. Et puis, par ailleurs, je crois que c'est important de pouvoir comptabiliser dans les bilans carbone, justement, le stockage par les mondes agricoles, par les sols agricoles, ce qui n'a pas toujours été fait dans les comptabilités du GIEC quand il regardait les secteurs qui émettaient beaucoup. Ça aurait été intéressant de voir que pour le monde agricole, une des particularités du monde agricole, c'est qu'il émet et qu'il capte, ce qui n'est pas vrai dans d'autres secteurs d'activité qui émettent autant ou plus ou un peu moins que l'agriculture. Je me permets de le préciser parce qu'encore une fois, l'agriculture, c'est jamais noir ou blanc. C'est une grande nuance de couleur et c'est beaucoup plus contrasté que des visions binaires, c'est bien, c'est mal. Le monde agricole, il y a des choses à corriger et à améliorer demain,
mais il y a aussi beaucoup de choses déjà faites et beaucoup de contributions concrètes aujourd'hui au développement durable. Et j'aime parfois rappeler que sur le développement durable, les mondes agricoles, en fait, tous les jours, y contribuent et en font, au moment où beaucoup en parlent, mais ne contribuent pas réellement. Oui, c'est vrai que l'agriculture, elle fait un peu le cas d'une situation qui est assez paradoxale. On a d'un côté tous ces aspects positifs que vous avez mentionnés et d'un autre côté les éleveurs notamment de ruminants qui sont critiqués pour les rejets de méthane, qui sont des facteurs assez importants dans le changement climatique, notamment le réchauffement climatique avec les gaz à effet de serre. Donc c'est un peu cette situation à contrebalancer en fait au quotidien dans le débat public. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des aspects positifs à l'agriculture. Oui, et par rapport à ce sujet, je me permets juste pour le débat de rappeler que si demain nous avons moins d'élevage et si pour des raisons climatiques, on souhaite consommer moins de viande naturelle, ce qui peut s'entendre pour des raisons climatiques, ça peut être aussi des choix alimentaires et nutritionnels par ailleurs. Je ne viens pas sur cet aspect-là. Je rappelle simplement que, alternativement, le développement de protéines animales à travers des viandes artificielles reconstituées, bourrées d'algorithmes qui sont tout sauf naturels et qui ne sont pas forcément du circuit court, suscitera d'autres controverses. Et je ne suis pas sûr que ce soit là aussi toujours cohérent avec des attentes de société qui parfois se dit que c'est bien d'avoir des produits alimentaires, y compris carnés de qualité. Donc on voit toute la complexité du débat viande, climat et alimentation. Et qu'encore une fois, c'est une question d'équilibre qui trouvera sans doute place dans un débat politique et sociétal juste et cohérent. C'est l'équilibre et pas l'excès et les oppositions qu'il faut regarder. C'est un peu la combinaison de solutions pour demain apporter de la nourriture plus performante, mais pour quelque part comment apporter de l'alimentation de qualité pour le plus grand nombre. Et le plus grand nombre, il a une attente alimentaire extrêmement hétérogène et plurielle. Et je crois que le pire serait demain de proposer une alimentation homogène, standardisée et autoritaire et imposée pour tous. Je crois qu'on peut trouver encore un juste milieu autour de ces sujets. Tout à fait, c'est un sujet que j'aurai l'occasion d'approfondir un peu plus jeudi soir, puisqu'à cette occasion, donc un partenariat avec Sciences Po Environnement, on va inviter donc Yann Laurence qui représente l'IDRI ainsi que Brigitte Gauthier qui est la cofondatrice de L214. Donc on va avoir un débat assez engagé sur le sujet. Donc voilà, je vous invite également à le regarder si ça vous intéresse. Désormais, une question d'Alexia Daillé. À la sortie de la crise, y a-t-il des pays qui réfléchissent à la renégociation de leurs accords internationaux pour leurs denrées alimentaires ? Alors, par rapport à cette question qui peut susciter plusieurs réponses, donc je ne suis pas sûr de bien la comprendre, je vais juste rappeler une chose, c'est que d'abord, beaucoup d'échanges internationaux agricoles ne sont pas uniquement le fait des États et de la puissance publique. Évidemment, il y a des opérateurs privés, des entreprises, et donc les pouvoirs publics ne sont pas seuls à régir les réalités agricoles. En revanche, ce qui est important de préciser, c'est que peut-être par rapport à d'autres secteurs d'activité, précisément en raison du caractère stratégique vital et essentiel des questions agricoles, les pouvoirs publics sont capables autour de ces sujets de s'ingérer en fait dans les affaires commerciales internationales. Il y a par conséquent deux choses que je voudrais commenter. C'est que à l'issue de la grande crise alimentaire de 2007-2008, qui a été suivie de la crise financière quelques mois plus tard, au niveau du G20, quand la France a pris la présidence du G20 en 2011, a été établi un dispositif multilatéral qui s'appelle AMIS et qui rassemble les 20 puissances du G20 et qui font à elles seules 80% de la production agricole et alimentaire mondiale et en gros 80% des échanges agricoles et alimentaires mondiaux. Ce dispositif multilatéral visait précisément à faire en sorte que les États partagent des informations de marché, puissent corriger des excès de comportement d'opérateurs privés et contribuent à éviter, à désinformer et à susciter des rumeurs
qui vont faire que sur les marchés, ça s'emballe et on a des comportements excessifs. Et donc, c'est important de voir aujourd'hui comment ce système fonctionne avec le moment qu'on est en train de traverser. Quelque part, ce système est fortement testé depuis quelques semaines, mais on a vu des pays qui, pour des raisons géopolitiques, de sécurité nationale, ont néanmoins décidé de manière unilatérale de privilégier leurs affaires domestiques et ont donc mis des restrictions à l'export. Sur le riz en Asie, le Cambodge et le Vietnam ont mis des restrictions à l'export de riz, temporaires, mais au détriment du marché mondial et de certains types d'accords. Au niveau européen, nous avons eu récemment la Roumanie, État membre de l'Union européenne, État agricole important, qui, de manière unilatérale, sans se concerter avec Bruxelles, a annoncé un arrêt de ses exportations de produits de base et céréaliers sur les pays extra-européens. Cette interdiction a été levée depuis, notamment parce que Bruxelles a fait comprendre que ce n'était pas possible pour des raisons d'accord, par des raisons diplomatiques, pour des raisons politiques. Mais on voit bien que dans des moments de crise, évidemment, entre des États, des opérateurs privés, on peut avoir un multilatéralisme, une coopération et une concertation qui est fragilisée et où chacun va un peu jouer sa partition. C'est un peu comme en matière de santé avec la lutte aujourd'hui contre le Covid. Je crois que sur le segment de la santé comme sur le segment alimentaire, il faut encore plus de réponses multilatéralisées et donc encore plus de coopération entre les États, entre les parties prenantes, entre les sociétés civiles, entre les entreprises, pour trouver des solutions. Et en quelque sorte, il faut prendre complètement le contre-pied de l'injonction du confinement. Je rappelle que le grand paradoxe de la situation actuelle, c'est que pour être solidaire, il faut s'isoler. Cette injonction pour lutter contre le coronavirus, me semble-t-il, doit être absolument interdite sur le terrain politique, parce que si on veut lutter contre les problèmes pandémiques de santé ou les problèmes de crise alimentaire, on a besoin au niveau politique de plus de coopération, de plus de solidarité et en aucun cas d'isolement, de repli et d'unilatéralisme. Je crois que c'est très important parce qu'il ne faudrait pas que l'injonction sanitaire du Covid donne des idées politiques à certains. Je vous remercie. Une question de Bastien Desclos. Quel rôle la PAC peut-elle jouer dans la reconquête d'une autonomie stratégique ? Je crois qu'on l'a déjà un peu abordé, ce sujet. Donc, je crois que ce sera important de voir comment la Commission européenne et les différents États membres considèrent, lorsqu'on sortira de cette urgence de résoudre la crise du coronavirus, de voir ce qui est important, tant pour la sécurité collective qu'individuelle en Europe. Et sur quel secteur, le président de la République d'ailleurs l'a très bien dit dans son discours du 12 mars, il n'est pas possible de déléguer à d'autres ce qui détermine et conditionne notre vie au quotidien. Il a cité la santé et il a cité l'alimentation. Et je crois qu'il faut prendre ce propos comme il est, c'est-à-dire une réalité dans ce moment de crise qui est une réalité à faire perdurer demain d'un point de vue politique et donc économique et sociétal. Et donc, moi, j'espère que demain, dans la réflexion sur quelle Europe après la crise et quels sont les grands secteurs sur lesquels l'Europe doit travailler, on n'oublie pas le secteur agricole et alimentaire. Je l'ai dit, sans dire que la PAC ne devait pas évoluer, mais je l'espère, c'est mon point de vue personnel, en me disant qu'en Europe demain, dans l'agenda stratégique européen, sur les souverainetés européennes, sur les grands secteurs d'avenir, on n'oublie pas le plus vieux secteur d'activité humaine et le premier secteur qui a fait l'unité et la solidarité des Européens. Alors, n'en déplaise à certains, ce n'est pas un secteur nouveau, ce n'est pas un secteur qui crée de l'étonnement. C'est un peu tout le problème quand on parle d'agriculture et d'alimentation. C'est tellement ancien, c'est tellement important, c'est tellement ancré dans l'histoire qu'on en oublie
que ça reste extrêmement contemporain et que ça fait donc partie de l'avenir. Hein. Vous savez, ce qui intéresse parfois les politiques, les opinions publiques, les médias, c'est ce qu'il y a de nouveau. Ben, sur l'agriculture et l'alimentation, malheureusement, il n'y a rien de nouveau, si ce n'est la nécessité de faire encore mieux demain qu'hier, parce que pour des raisons climatiques, pour des raisons de santé, pour des raisons de diversité, de personnalisation de l'alimentation, pour des raisons d'équilibre dont on a parlé, il faut demain réussir à faire mieux qu'hier, mais sans oublier qu'on ne vient pas de nulle part et que ce qui a été fait jusqu'à présent est assez remarquable et que tout n'est pas à jeter. Je le précise par rapport à cette question sur la PAC, puisqu'il ne s'agit pas de réinventer non plus une PAC ex nihilo. Il y a des corrections à apporter, il y a des transitions qui sont lancées qu'il faut conforter, notamment sur l'environnement. Mais si on veut être bon en qualité, si on veut être bon sur les pratiques environnementales, il faut demain en Europe avoir encore de la production agricole et donc des agriculteurs et donc accepter encore une fois que dans nos campagnes européennes, il y ait de l'activité économique qui entoure des moments de loisirs ou des moments de détente. Je vous remercie. Une question de Caroline Vaught. Le modèle agricole intensif d'aujourd'hui est-il remis en question suite aux limites environnementales et sanitaires? Ben, je pense que cette question vient un peu en complément de ce que j'ai déjà indiqué. Bien sûr qu'il y a des choses à corriger, bien sûr qu'il y a eu parfois des excès de commis. Je rappellerai simplement une chose par rapport à ce sujet de la protection des plantes et des cultures, et donc des produits phytosanitaires, pour ne pas les appeler pesticides, que ce sont des produits qui suscitent débat. Et il faut avoir des débats sur la science, il faut avoir des débats sur l'innovation, et il faut avoir bien entendu des débats sur les produits qui concernent, encore une fois, tout le monde, parce que c'est la santé, parce que c'est l'alimentation. Et je crois que c'est important de toujours débattre, d'écouter des points de vue différenciés là-dessus, de regarder les réponses scientifiques autour de ces questions. Je crois que c'est très important néanmoins de ne pas oublier que la réduction des risques sanitaires et des maladies sur les cultures agricoles a été permise par la possibilité d'utiliser aussi ces produits de protection des plantes. Je le dis parce qu'aujourd'hui, nous sommes très préoccupés en Europe sur la crise du Covid. L'Afrique de l'Est, depuis 6 mois, subit une attaque de ravageurs, de criquets pèlerins, qui est en train de décimer les agricultures du Kenya, d'Éthiopie, et qui est beaucoup plus grave à ce stade pour les producteurs éthiopiens et kenyans, et donc pour la sécurité alimentaire de ces pays, et donc pour la sécurité économique et sanitaire de ces produits. Et nous avons comme seule réponse l'utilisation de produits de protection des plantes. Parce que ces produits protègent des ravageurs et la nature n'est pas forcément toujours bonne pour la santé de l'homme. On le voit bien dans le contexte actuel. Donc, je conviens que mon propos peut un peu étonner et détonner dans le climat émotionnel en Europe autour des pesticides. J'invite tout le monde à regarder le sujet dans sa complexité, en rappelant par ailleurs qu'il y a besoin de protéger les cultures des agressions extérieures qui peuvent être des insectes, des ravageurs ou des maladies, et que la protection de maladies pour les plantes, pour les sols, c'est la même chose que pour vous et moi. Et si nous voulons manger des produits qui soient sûrs et sains, nous avons besoin de la science pour pouvoir nous donner ces produits de qualité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas demain continuer à innover et trouver de nouveaux produits qui soient toujours meilleurs et qu'il n'y a pas eu encore une fois des excès autour de certains produits. Je dis simplement qu'il faut regarder l'ensemble du sujet et encore une fois faire confiance aux scientifiques sur ces sujets complexes beaucoup plus qu'à des propos politiques ou idéologiques. Je crois que sur les sujets agricoles, la science est un sujet important et que d'ailleurs dans le débat sur les grands secteurs d'activité en Europe, il y a aussi un débat sur notre rapport à la science, sans doute à rétablir demain en Europe. Je voudrais rebondir là-dessus également avec le fait que voilà, il y a le savoir scientifique qui est très important, comme vous le mentionnez, mais il y a également le savoir en quelque sorte ancestral de nos agriculteurs.
qu'il faut remettre au cœur du système, puisque ces agriculteurs, ça fait des décennies en fait, qui savent justement gérer les maladies qui peuvent apparaître, les ravageurs, comme vous l'avez mentionné dans le cas de l'Afrique. Peut-être essayer de faire la balance entre la science, mais également le savoir, qui permettrait de gérer ces problématiques d'une façon un peu plus durable et plus en rapport avec la Terre également. Oui, enfin, j'insiste sur ce message pédagogique, c'est-à-dire il n'y a pas une agriculture, il n'y a pas un consommateur et il n'y a pas une solution aujourd'hui autour de ces enjeux et ce secteur. Il y a une combinaison d'agriculture, il y a une combinaison d'attentes de consommation, il y a une combinaison de solutions demain pour faire encore mieux qu'hier et il y a du coup nécessité à travailler en collectif avec l'ensemble des parties prenantes. Encore une fois, comme on parle d'un sujet qui concerne tout le monde, ce qui est intéressant et qui crée aussi de l'émotion et des controverses parfois, voire des polémiques, c'est que précisément, ces sujets concernent tout le monde. Mais il faut que sur ces sujets complexes, on écoute les professionnels, qu'on écoute les consommateurs, qu'on écoute tous les débats nécessaires, mais qu'on n'oublie pas, encore une fois, comme vous venez de le dire, les professionnels du secteur qui vous expliquent. Je vais prendre un exemple très emblématique à chaud du moment. Vous voyez qu'on a eu beaucoup de débats ces dernières semaines et ces derniers mois en Europe et en France autour du plastique et des emballages et de la réduction des plastiques et des emballages. C'est très important et je crois qu'il faut absolument aller demain vers une réduction des emballages et des plastiques. On voit néanmoins, et je le rappelle, que si vous n'avez pas du plastique et de l'emballage sur certains produits agricoles et alimentaires, la qualité sanitaire et la sûreté de votre produit est complètement détériorée. Et on voit bien qu'aujourd'hui, avec le contexte sanitaire qui nous ramène à l'essentiel, certains consommateurs sont rassurés d'avoir du plastique et de l'emballage sur certains produits et vont un peu moins acheter des produits en vrac alors qu'il y a quelques semaines, c'était tendance et à la mode parce qu'elles ont été manipulées par les uns et les autres. Donc, on voit bien qu'en fonction du moment, en fonction de l'état de sécurité alimentaire, on se pose certaines questions. Il y a des questions qu'on se pose sur la sécurité alimentaire en Europe et en France qui sont très liées à la qualité, au climat ces dernières années et c'est normal. Il ne faut pas oublier qu'il y a une partie de la planète aujourd'hui où la question sur l'alimentation, c'est la quantité. Pardon de le rappeler, mais il y a encore 800 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. Il y a une grande partie du monde aujourd'hui qui va faire son repas et son quotidien alimentaire en fonction du travail de la veille. Et donc, il est en insécurité alimentaire, psychologique permanent. C'est très important de le dire parce que dans ce moment de confinement, on a vu dans le monde des pays qui avaient des difficultés à faire respecter du confinement parce que les gens, s'ils ne peuvent pas travailler, si leur métier est cassé par le confinement, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas possibilité d'aller faire des achats et il n'y a pas la possibilité de faire des stocks et des courses pour plusieurs jours parce que monétairement, les capacités ne sont pas là. Et donc, on n'a pas de profondeur financière pour faire des courses. Je crois que c'est très important d'avoir conscience de cela parce que vous voyez que d'un point de vue géopolitique, nous avons dans certaines régions du monde, aujourd'hui, certaines organisations peu fréquentables qui vont jouer sur cette aide à la fois alimentaire et sanitaire, des médicaments, des masques, mais aussi de la nourriture, pour venir en aide aux plus vulnérables dans des quartiers difficiles ou des quartiers un peu oubliés des pouvoirs publics. Regardez ce qui se passe dans les favelas en Amérique latine, regardez aussi ce qui se passe dans le sud de l'Italie et comment la mafia va apporter aujourd'hui de l'aide alimentaire aux plus démunis. Et donc, on a une criminalisation de l'aide médicale et alimentaire. Je crois que géopolitiquement, c'est important de le rappeler parce que notre réflexion sur la sécurité alimentaire, sur la qualité, ne doit pas oublier que pour une grande partie de la planète, le souci majeur, ça reste de trouver tous les jours de la nourriture. Pas juste d'en trouver parce qu'elle ne serait pas présente, mais d'avoir la capacité de se l'acheter et d'avoir de la capacité de varier la nourriture proposée pour son foyer, sa famille, et donc tous les équilibres nutritionnels derrière qui s'en suivent. Je vous remercie pour cette réponse. Enfin, j'avais une dernière question. Est-ce que vous auriez un livre, un podcast ou autre chose à conseiller à nos participants ? Alors oui, je m'étais préparé à cette question puisque j'avais suivi les webinaires de la semaine dernière qui étaient passionnants. Donc, je voudrais vous faire mention de 3 livres.
D'abord, évidemment, le Déméter, qui est l'ouvrage qu'on publie chaque année donc, à Déméter. C'est publié chez Iris Éditions. Ça vient de sortir l'édition 2020. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Cet ouvrage est disponible sur Iris Éditions et également en digital. Donc, le Déméter 2020. Il y a un deuxième ouvrage que je voudrais mentionner, parce que sur les aspects un peu internationaux et géopolitiques autour de l'agriculture et l'alimentation, je crois que c'est important aussi qu'on n'oublie pas la question des migrations et des ruralités en souffrance. Et donc, il y a un ouvrage qui était sorti il y a 2 ans, qui s'appelle Méditerra 2018, qui traite des migrations et du développement rural inclusif autour du bassin méditerranéen. C'est publié aux presses de Sciences Po. Ça a été mené par l'Agence française de développement et le SIAM. C'est un ouvrage collectif et qui rappelle que beaucoup de migrations aujourd'hui dans le monde, ce sont des paysans, ce sont des ruraux qui ne peuvent pas vivre de leur métier, qui vont vers les villes ou qui partent à l'international. Et on voit bien comment l'insécurité rurale, l'insécurité hydrique, foncière, climatique, alimentaire, physique, parce que parfois des territoires ruraux subissent justement les agissements d'organisations peu fréquentables, suscite des migrations de détresse et de désespoir. Je crois que c'est très important d'avoir ça en tête si on veut avoir une approche aussi géopolitique sur l'agriculture. Et puis le troisième ouvrage que je voudrais mentionner, c'est un ouvrage d'histoire qui s'appelle Le goût de la guerre, qui a été publié en français il y a quelques temps et en anglais c'est The Taste of War. C'est Lizzie Collingham qui a publié ça il y a 5-6 ans et qui rappelle l'importance des variables agricoles et alimentaires entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. On a parlé en France du fait que nous étions en situation de guerre. Cet ouvrage de Lizzie Collingham, The Taste of War, rappelle qu'entre la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, il y avait vraiment une guerre autour de l'accès à l'alimentation et que les questions alimentaires ont été des facteurs très importants dans les stratégies de puissance et des différents États européens, notamment l'Allemagne. Je vous invite à lire cet ouvrage. Ça permet de relativiser aussi beaucoup la crise dans laquelle nous sommes. Je vous remercie en tout cas pour ces contributions et ce partage de connaissances avec nous. Je pense qu'on va pouvoir clôturer ce 5e épisode qui, je l'espère, aura permis aux participants de mieux appréhender l'impact du Covid-19 sur le domaine de l'agriculture et de l'alimentation. Je vous remercie, Monsieur Abyss, pour votre contribution au monde d'après. Je vous dis donc à jeudi, où on se retrouve pour un épisode en partenariat avec Sciences Po Environnement, où l'on aura l'occasion d'accueillir Yann Laurence de l'IDRI ainsi que Brigitte Gauthier de L214. Et puis en attendant, voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt sur Penser l'après. Merci à vous. Merci, au revoir.